On poursuit dans cette dernière partie avec le cas pratique dans lequel on va imaginer la fuite d'un algorithme avant toute protection. On va démarrer avec vous, Claire. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale si on envisage ce cas pratique ? Alors, si on envisage ce cas pratique, d'abord, il faut poser les choses, en fait. Il faut vraiment regarder et qualifier les choses. Donc là, vous avez parlé d'une fuite d'un algorithme. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé exactement, essayer de sourcer peut-être, et pour savoir, en fait, où est-ce qu'on va aller chercher déjà les preuves, parce que c'est hyper important de documenter la fuite, de documenter l'étendue aussi de la fuite. Est-ce que l'algorithme a été dévoilé dans son intégralité ? Est-ce que c'est qu'une partie ? Caroline parlait tout à l'heure de couches. Un algorithme, c'est souvent plusieurs couches. Est-ce que c'est le réacteur ? Est-ce que c'est la partie superficielle ? Pour jauger déjà un petit peu, en fait, quelle est la nature de la fuite qu'on a subie, quel est son impact, pour mesurer, en fait, tout simplement les mesures qu'on va mettre en place, les pratiques. Comme on dit, on ne tue pas une mouche avec un bazooka. En tout cas, c'est un conseil qu'on a toujours dans la pratique. Les avocats, les conseils, on demande aux clients, on leur suggère de mettre en place des mesures qui sont raisonnables et qui sont, on va dire, appropriées par rapport à la fuite. Donc, il faut regarder ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est. Parce qu'un algorithme, est-ce que finalement, donc vous avez dit c'était avant toute protection, à quel moment on se situe quand même exactement ? Est-ce que vraiment il n'y avait aucun brevet qui avait été déposé ? Est-ce que le brevet n'avait juste pas encore été publié ? Est-ce qu'on avait une enveloppe solo ? Voilà. Qu'est-ce qu'on avait en fait exactement ? Qu'est-ce qu'on peut tracer ? Comment est-ce qu'on peut dire en fait exactement d'où est-ce qu'on part et quelle est la source ? Emmanuel, est-ce que dans ce cas, on peut imaginer que le droit des brevets est mobilisable et dans quel cas il pourrait l'être ? Alors, je dirais, pour rassurer peut-être les décideurs qui nous écoutent, s'il y a une fuite qui est constatée comme ça, la première chose à faire, c'est se tourner vers les personnes compétentes, sachantes, familières de ces questions-là, qui sauront réagir. Alors, ça peut être une personne en interne, la personne du juridique, qui va peut-être savoir orienter, prendre quelques mesures, ou ça peut être se tourner vers son conseil externe, conseil en propriété industrielle ou avocat, qui pourra effectivement faire le point sur la situation. D'abord, peut-être rassurer, si des mesures antérieures avaient été prises pour des dépôts, on pourra dire mais pas de problème, rappelez-vous, il y a 3 mois, on a fait un dépôt sur cet algorithme, la procédure est en cours, donc il a fuité, mais vous n'avez rien à craindre. Maintenant, on a pris date pour un dépôt d'une demande de brevet. Voilà. Ou on avait fait un dépôt permettant, en tout cas, d'avoir une date certaine sur ce logiciel. Et puis après, d'autres, s'il n'y a pas eu de dépôt, s'il n'y a pas eu de prise de date, eh bien, sur le terrain de la propriété industrielle, peut-être que des mesures sont envisageables. Ça va être un dialogue entre l'entreprise et son conseil pour voir si est-ce que finalement on va décider de faire maintenant un dépôt en urgence, pourquoi pas, ça peut être une mesure tout à fait raisonnable. D'accord. Mettre en place côté propriété industrielle et brevets, mettre en place de la veille aussi, parce que si ça a fuité, comme on l'évoquait tout à l'heure, peut-être que quelqu'un va décider de le déposer. À ce moment-là, il ne va pas surgir tout de suite à la publication, mais le moment venu, il va surgir. Donc mettre en place une mesure de veille périodique, et là aussi, le conseil peut mettre en place ça. Voilà, ça va surtout être une affaire de dialogue pour une prise en charge au niveau des mesures de court terme et les mesures de plus long terme, je dirais. Et Claire, est-ce qu'on peut, on a vu la question du droit des brevets, est-ce qu'on peut imaginer mobiliser également le droit d'auteur ? Oui, bien sûr. Alors, en France, un algorithme, sous certaines réserves évidemment, sous certaines qualifications, notamment de son originalité, mais peut être protégé par le droit d'auteur. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut analyser, comme je disais au début, bien qualifié, parce que finalement, on va probablement avoir plusieurs motivations, plusieurs arguments pour pouvoir agir le cas échéant. Donc, que ce soit le brevet, le droit d'auteur peut-être, le secret des affaires. Donc, une fois qu'on aura vu en fait tout ça et qu'on aura décidé, sachant qu'en plus, ces protections peuvent être cumulatives, c'est pas forcément l'une ou l'autre, on pourra en fait voir comment est-ce qu'on peut agir. On pourra peut-être saisir le juge, comme je disais tout à l'heure, en mesure urgente, faire une procédure de référé pour tout de suite interdire, aller bloquer. Si on a une fuite, mais qu'on n'a pas la preuve ou on n'a pas l'ensemble des preuves, on sait qu'on a une fuite, mais on ne sait pas si un produit, par exemple, a commencé à être fabriqué derrière. Est-ce qu'il y a déjà eu du chiffre d'affaires qui a été généré par le concurrent ou par la personne auteur de la fuite ? On peut aussi, avec des mesures provisoires, avec des saisies, par exemple, aller dans l'entreprise, regarder le chiffre d'affaires, regarder ce qu'ils ont fait, en fait, pour vraiment documenter. Donc ça, c'est vraiment hyper important de pouvoir agir, en fait, rapidement. Donc on a des mesures, on a toujours plein de bonnes idées, nous les avocats, vous savez, pour faire
faire des actions. Donc, il y a plusieurs qualificatifs et le droit d'auteur, effectivement, pourrait être un outil assez efficace. Et Caroline, on a parlé aussi du secret des affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace par rapport aux autres protections de propriété industrielle? Oui, sur le logiciel, sur le logiciel, donc l'algorithme, ça peut venir également aider et donner une argumentation supplémentaire devant les tribunaux. Alors, bien entendu, il sera nécessaire de démontrer la protection qui a été mise en place sur cet algorithme, de potentiellement aussi démontrer des compilations ou autres manœuvres qui ont été faites dans le cadre d'une fuite d'algorithmes volés par un tiers ou d'une intrusion dans les systèmes informatiques de l'entreprise. Donc, il y aura un certain nombre de preuves à apporter et sur le système de protection par le secret des affaires que l'entreprise utilise pour cet algorithme et sur les violations de la protection. Mais ce sera effectivement quelque chose qui pourra être mis en avant également et qui est un système qui est utilisable dans de nombreuses juridictions, pas qu'en France d'ailleurs. Je dirais aussi, je ne suis pas sûr qu'on l'ait mentionné, mais si on constate qu'il y a une fuite, une des premières mesures, c'est de colmater la fuite. Si vous Alors, comment fait-on? Colmater la fuite. Donc ça, c'est plus vous qui allez répondre aussi. Mais j'imagine, c'est enquêter en interne, examiner... D'où provient l'origine de la fuite? D'où vient la fuite? Voilà, interroger, enquêter. Enfin, il y a mille et une façons de le faire, assez rapidement, en urgence, hein. Et puis, je dirais aussi, c'est pas très drôle, mais aller jusqu'à la sanction aussi, parce que il en va aussi de la crédibilité de mesures de protection des secrets d'affaires. Puisque une sanction d'un salarié, éventuellement si c'est un prestataire, un sous-traitant. Il y a des mesures pénales là-dessus. Des outils en place dans les contrats de travail, à l'intérieur, chartes informatiques. Mais vous avez des fois des sanctions qui sont prises et qui sont publiées. Et ça, je dirais, ça va avec. C'est tout un ensemble. Bien sûr. Mais agir promptement. Oui, agir promptement. Et puis, et c'est vrai qu'il y a un point aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est que finalement, en fait, la fuite, elle peut être complètement malicieuse, mais la fuite, elle peut venir aussi... Bien sûr. Mais elle peut aussi venir, par exemple, dans l'exercice parfois des droits de la défense ou dans le cadre en fait d'un procès pour justifier qu'on n'est pas contrefacteur ou etc. La partie adverse en fait va vouloir dévoiler des choses nous concernant nous directement. Comment ça se passe dans ce cas-là alors? Eh ben justement en fait avec cette loi sur le secret des affaires, il y avait déjà des pratiques avant, mais on a en fait la possibilité de demander par exemple que les débats, vous savez que les débats sont publics, la justice est publique, on peut demander l'équivalent d'un huis clos comme on peut connaître parfois en pénal ou pour des affaires sensibles. On peut demander en fait à ce que la diffusion en fait soit restreinte pour que justement notre secret d'affaires ne soit pas divulgué au grand public. On peut aussi demander à ce que la décision, la motivation du juge soit limitée au strict nécessaire. Vous savez qu'on a un principe de motivation, mais on peut demander au juge qu'il soit un peu évasif, on va dire, dans la motivation de sa décision, parce que la décision, elle, pour le coup, est publique et accessible à tout à chacun, qu'on n'aille pas dévoiler en fait le secret d'affaires. Et on peut aussi demander la mise sous séquestre d'informations qui sont confidentielles pour qu'elles ne se retrouvent pas en fait un peu dans la nature. Vous savez, les avocats, on s'échange en fait les pièces. Alors bien évidemment, on est soumis à la confidentialité, au secret professionnel, mais ces pièces sont remises aussi à nos clients qu'on maîtrise pas toujours évidemment. Donc on peut demander la mise sous séquestre. Donc les pièces ne seront pas accessibles en fait à n'importe qui, n'importe comment. Ça permet de mettre une sécurité aussi en amont parce que parfois un procès, ça peut être aussi l'occasion d'aller farfouiller un petit peu dans les documents de la partie adverse, de lui demander de se justifier. Et parmi les justifications... on va révéler certaines informations qui peuvent être sensibles. Exactement. Parfois, ça va être nécessaire pour se défendre. Donc, il y a aussi tout cet arsenal qu'on peut mettre en place parce que voilà, c'est vraiment une sensibilité. C'est vraiment quelque chose sur lequel la loi française est vraiment très active en fait aujourd'hui. Vraiment la protection de l'innovation, la protection du capital immatériel des entreprises contre l'espionnage industriel et pour garder une véritable compétitivité. Rapidement, Caroline, c'est des choses que vous avez observées déjà, vous, en entreprise? Oui, tout à fait. La problématique de fuite d'informations ou logiciels peuvent arriver.
On peut avoir des cas où, alors selon que vous vendez un logiciel intégré dans un produit ou non, votre produit a été acheté par des personnes mal intentionnées qui se sont empressées de faire des copies à usage, ou alors des cas d'intrusion par voie de cyberattaque. Ce sont effectivement des situations Que vous avez observées. à fort enjeu. On va conclure là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir Merci. participé à cette émission. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés. À très bientôt.